Ok, tout le monde est prêt à jouer, on tourne la bouteille? Allez, c'est parti. Rodrigue doit tuer le père de Chimène. Bon bah, c'est le jeu. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'histoire d'un homme, d'une légende, d'un proche chevalier qui devra combattre pour son royaume, lutter contre un ennemi séculaire et finalement changer le cours de l'histoire. Tout ça pour regagner le cœur de celle qu'il aime. C'est le genre de fiction qui vous fait vous demander, toutes ces grandes découvertes, toutes ces aventures politiques, tous ces exploits militaires, finalement, n'y a-t-il pas derrière tout ça une belle histoire De cul. de cœur? Non, c'est pareil. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Cid, tragicomédie écrite en 1637 par l'auteur dramatique Pierre Corneille. Cette pièce a la particularité d'être célèbre autant par l'histoire d'amour légendaire qu'elle raconte, que par la vive polémique qu'elle a déclenchée à cause de ses choix dramatiques assez peu orthodoxes pour les normes de l'époque. C'est pourquoi l'Académie française, créée par le cardinal de Richelieu avec l'ambition d'en faire l'arbitre suprême des belles lettres, va sauter sur cette occasion d'affirmer son autorité sur les dramaturges contemporains. Et ses membres les plus critiques déclenchent alors une controverse littéraire connue plus tard sous le nom de querelle du Cid, dans laquelle ils attaquent toutes les libertés dramatiques prises par Corneille dans la trame de sa pièce. Monsieur Corneille, veuillez cesser de faire le mariole s'il vous plaît, nous sommes des institutions sérieuses ici, regardez-moi quand je vous parle! Par exemple, après la première représentation du Cid, à une époque où les auteurs classiques ne juraient que par les genres ultra codiciés de la comédie ou de la tragédie, on a reproché à Corneille de ne pas avoir su faire le choix entre les deux et d'avoir créé pour sa pièce un genre totalement hybride, la tragicomédie. Un nouveau genre, selon les critiques, inventé spécialement pour les besoins de la pièce, qui mélange des éléments de la tragédie et de la comédie tout en permettant à l'auteur une certaine souplesse dramatique dans l'écriture, autorisant notamment Corneille à ne pas faire mourir son personnage principal à la fin comme dans toutes les tragédies. On a aussi reproché à Corneille de ne pas avoir su respecter dans l'écriture de la pièce une des règles essentielles de la tragédie classique, la célèbre règle des 3 unités, que le poète Boileau résumait avec les vers suivants. Qu'en un jour, en un lieu, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Donc en clair, dans une tragédie classique, toute l'intrigue doit se dérouler en moins de 24 heures, dans un seul lieu visible sur scène, et toute l'action doit tourner autour du drame d'un seul protagoniste. Parce que ouais, c'était comme ça les histoires dans les tragédies, au début tout va pour le mieux pour les personnages, tout est tranquille, les oiseaux poussent, les papillons chantent, les fleurs volent... Non, attends. Et tout à coup... Le drame. L'élément perturbateur qui va tout foutre en l'air et aboutir à un dénouement malheureux. Ah, les tragédies classiques sont telles ces repas de famille, chaleureux et conviviaux, jusqu'à ce que l'oncle un petit peu bourré ce matin à parler de politique. Vous avez vu ce qu'il a dit Sarkozy aujourd'hui? Mais l'argument niveau ultime de la mauvaise foi, c'est quand même quand les rageux ont accusé le Cid de plagiat, puisque Corneille s'est inspiré d'une pièce espagnole, elle-même tirée d'une chanson geste médiévale sur la vie du Cid, qui est un personnage qui a réellement existé, ça fait de lui un vulgaire plagieur pour avoir copié la trame de sa pièce sur un sujet historique. Ouais, du plagiat sur un événement historique, ouais. Ouais, c'est pas comme si, je sais pas, moi, au XVIIe siècle, 99% des tragédies repompaient pas du sujet antique et historique. Non. Pierre Corneille assumait totalement l'historicité de sa pièce, qui puisait bel et bien dans un fond historique très abondant, s'inspirant en partie d'une version extrêmement romancée de l'histoire de la jeunesse de Don Rodrigue, alias Rodrigo Diaz de Vivar, noble chevalier castillan, puis pendant la majeure partie de sa vie mercenaire sans patrie, qui finira par devenir une véritable icône nationale espagnole, en devenant le célèbre porte-étendard de la Reconquista, la fameuse campagne de reconquête de l'Espagne par les royaumes chrétiens face au royaume mort d'Andalousie. Mort desquels notre héros tient d'ailleurs son surnom d'El Cid, de l'arabe Al-Sidi, le seigneur, nom donné par ses ennemis en reconnaissance de sa valeur au combat. On l'appelait aussi El Cid Campeador, le Cid vainqueur, ou encore El Cid Matamoros, le Cid tueur de mort. Mon idole? Non, messieurs, non. Du coup, comme dans toutes les tragédies, au début ça commence de manière très simple, Don Rodrigue aime Chimène. Je aimais toi. Putain, c'est toute tronche. Et Chimène, la douce, l'innocente Chimène, aime Rodrigue en retour. Et son père, le comte d'Angormas, approuve cette union. Que demander de plus? Bon bah écoutez, ça commence très bien tout ça. Je suis sûr que tout va bien se passer. Non. Oui, vraiment, tout va pour le mieux, et pourtant Chimène doute, et se dit que tout ça c'est trop beau pour être vrai. Mais sa meilleure amie, l'infante de Castille, c'est-à-dire la fille du roi, la rassure et lui affirme que tout ira bien, même si elle-même est un peu triste étant donné qu'elle aime Rodrigue en secret mais ne peut l'épouser à cause de son rang. Ah, et on entend déjà les cris de scandale dans le public.
Ce qu'on a appelé la fameuse intrigue de l'infante, en réalité une simple sous-intrigue parallèle sur un triangle amoureux entre Chimène, Rodrigue et l'infante, est le premier doigt d'honneur lancé par Corneille à la face de la règle des 3 unités. Les quelques scènes où l'infante confesse ses sentiments inavoués envers Don Rodrigue devant sa servante ont été considérés comme inutiles par les critiques, qui leur reprochaient d'ajouter des événements supplémentaires inutiles, de gêner la compréhension de l'intrigue principale et de n'aboutir à aucun dénouement, bref, de ne pas respecter la règle de l'unité d'action qui n'imposait qu'une seule intrigue par pièce pour ne pas embrouiller le spectateur. Bah, c'était un public du XVIIe siècle, il fallait pas trop leur en demander. Donc Rodrigue aime Chimène, Chimène aime Rodrigue, mais l'infante aime aussi Rodrigue. Trop d'intrigue, j'arrive plus à suivre. Puis on retrouve dans la scène suivante au palais Don Diego, le père de Rodrigue, et Don Gomez, le père de Chimène, alias Sergent Garcia croisé avec un bulldog, en pleine dispute au sujet d'une faveur accordée par le roi à Don Diego. Le comte Don Gomez a en effet un petit peu les boules, après que le roi ait choisi son vieux rival pour lui confier la mission très gratifiante de se charger de l'éducation militaire du prince héritier. Don Diego nargue et en rajoute une couche, insinuant que le comte ne méritait de toute façon pas cet honneur. Celui-ci fera se réplique en lui donnant un soufflet. Oh, c'est trop gentil, fallait pas. Mais non, il lui jette un défi, il le provoque en duel, et il lui donne le gant, quoi. Oh, c'est trop gentil, fallait pas. Bon, ok, laisse tomber. Don Diego se lamente dans son célèbre monologue et se plaint d'être beaucoup trop vieux pour pouvoir répondre au défi. Il prend alors une décision lourde de conséquences. Faire, quitte désormais le dernier des humains. Passe pour me venger en de meilleures mains. Fiston, tu vas pas aller buter ton futur beau-père pour venger papa? Oh putain, ça va encore gâcher ma journée. Ah, les scènes romanesques des duels à l'épée. Repenchons-nous un peu sur cette noble tradition d'une époque où on s'entrégorgeait pour s'être manqué de respect. Dans sa forme la plus courante, où le combat aboutissait à la mort d'un des deux adversaires, les duels d'honneur étaient pratiqués par les individus, souvent les plus nobles, pour régler les conflits entre eux, dès lors que l'un des deux estimait que son honneur avait été bafoué par l'autre. En gros, dès qu'un gars se sentait offensé, parce qu'on avait dit que sa perruque était moche, que son carrosse était pourri, ou même parce qu'on avait insulté la mémoire de ses illustres ancêtres, il donnait un soufflet à l'offenseur, les deux fixaient un rendez-vous pour joyeusement s'étriper et se rendaient au champ jusqu'à ce qu'il y en ait un qui reparte les deux pieds devant. Heureusement que cette pratique a disparu aujourd'hui, parce que sinon j'ose même pas imaginer le taux de mortalité chez les utilisateurs du 15-18. Peu apprécié par les autorités politiques comme religieuses, le pouvoir tentera pendant des siècles de faire interdire cette pratique chevaleresque à la con, mais sans succès. Finalement, ce n'est qu'assez tardivement qu'il réussira à faire évoluer le duel vers une forme où le combat s'arrêtait au premier sang versé, et non plus à la mort d'un des deux adversaires. Chez moi, le premier sang versé, c'est la fin des préliminaires. Et le début du fun. Les aristocrates continueront donc encore longtemps à se triper sur des questions d'honneur, même si des fois c'était juste une occasion pour frimer à l'épée. Et à ce moment-là, tout devenait un prétexte pour se battre, même parfois une simple histoire de regard de travers. Ouais, les gens à l'époque étaient un peu soupolés. Rodrigue, chargé de venger son père, doit alors faire face au célèbre dilemme cornélien. Il peut choisir soit de tuer le comte mais de perdre l'amour de Chimène en retour, ou de ne pas tuer le comte, rester avec Chimène mais laisser l'honneur de sa famille être définitivement bafoué. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Hé Rodrigue, alors comme ça ton père il a le bras qui faiblit, hein? Et tu sais ce qui faiblit aussi chez lui? Mais comme on est un peu dans une tragédie, il y a une force inéluctable appelée le destin, la fatalité ou tout simplement la faute à pas de bol qui pousse Rodrigue à choisir la première option. C'est l'heure du duel. Il choisit de venger l'honneur de son père, il provoque le comte Don Gomez en duel, les deux se battent et Don Rodrigue finit par tuer son adversaire. Hors champ. Ouais voilà, là vous venez d'assister à une scène de meurtre telle qu'on les représentait, ou bah tiens non justement qu'on les représentait pas au XVIIe siècle. Merci la règle de la bienséance. Après ce... beau parricide, les fiançailles sont rompues et Chimène et Rodrigue sont maintenant en froid, c'est le moins qu'on puisse dire. Leur mariage semble être compromis à la plus grande joie de l'infante, amoureuse de Rodrigue depuis toujours, qui espère voir son rêve s'accomplir et pouvoir enfin l'épouser. On peut dire que lorsqu'elle apprend les déboires des deux malheureux amants, bah l'infante rit. Lorsque Rodrigue vient demander pardon à Chimène, celle-ci le repousse, mais trahit au passage les sentiments coupables qu'elle éprouve toujours pour lui. C'est à ce moment qu'elle prononce sa fameuse réplique culte et une des figures de style les plus connues de la littérature française. Va, je ne te hais point. C'est vrai que le Cid est connu pour être une véritable mine de figures de style. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, quand vous les avez apprises, normalement, il y avait toujours au moins un ou deux exemples tirés de la pièce. Par exemple, l'anaphore au début de l'ultra-culte monologue de Don Diego. L'anaphore consistant à répéter le même terme au début de chaque phrase. Désespoir. Oh, vieillesse ennemie. Toujours dans le même monologue, la figure de style que Don Diego utilise pour accuser la vieillesse de le trahir en l'empêchant de répondre au défi du comte, réduisant son corps abîmé par l'âge à la mention de son seul bras. Mon bras, qu'avec respect, toute l'Espagne admire. Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire. Ce truc-là, c'est une métonymie, une figure de style qui consiste à désigner une partie pour s'adresser au tout, avec en plus une petite touche de personnification puisqu'il attribue à une partie de son corps une volonté indépendante de la sienne, suivie d'une anaphore puisqu'il répète 2 fois mon bras en début de phrase. 3 figures de style d'un seul coup, franchement, chapeau l'artiste. Et puis l'oxymore aussi, vous savez, cette figure de style qui rassemble 2 termes complètement opposés, comme par exemple lorsque Rodrigue emploie l'expression « cette obscure clarté qui tombe des étoiles » pour désigner la nuit. Voilà, là sur l'image on voit bien la transposition visuelle de cet oxymore, avec tout le paradoxe sur l'obscure clarté qui tombe, voilà, là c'est éclairé, mais en même temps c'est sombre et...
Ou alors c'est juste des effets spéciaux merdiques, je sais pas. Ah, Chimène, regarde comme la gnôle américaine faite à l'arrache est belle ce soir. Dans le cas de la réplique de Chimène, nous sommes en présence d'une superbe litote. Vous savez, cette figure de style qui consiste à dire quelque chose, mais sans vraiment trop le dire en même temps. Une litote préférerait rester un peu plus neutre dans le choix des mots, ne pas employer de termes trop révélateurs, et sous-entendre quelque chose plutôt que de le dire directement. Dans les litotes célèbres, on a par exemple pas mal qui signifie bien, c'est pas faux qui signifie c'est juste, ou ici en l'occurrence, je ne te point qui signifie je t'aime. C'est censé être clair tout en restant implicite et en évitant d'employer les mots qui fâchent, bien que personnellement je sois pas trop convaincu que ce type de figure de style soit adapté à ce genre de situation. Enfin... Vous voyez faire une déclaration comme ça, vous ? Écoute, voilà, ça fait longtemps que toi et moi on se connaît et il faut que je te dise que je ne te déteste pas. Ah. Non mais reviens, c'était une litote! Donc avec cette litote très subtile, Chimène fait comprendre à Rodrigue qu'elle aime encore. Même si bon, ça n'empêche pas d'aller réclamer la tête de Rodrigue devant le roi en guise de réparation, tandis que Don Diego lui demande le pardon pour son fils. Après toutes ces doléances plus gonflantes les unes que les autres, le roi dit ça suffit les conneries, et décrète que la querelle doit cesser et toutes les volontés s'unir alors que le royaume de Castille est menacé. C'est vraiment une journée de merde. Il confie à Don Diego que ses espions ont repéré en amont du fleuve, s'avançant pour attaquer Séville, une flotte de terribles morts. Donc les mecs ils sont morts, c'est ça? Ouais. Au début du premier millénaire après Jésus-Christ, les royaumes chrétiens et morts d'Espagne sont en effet menacés par l'émergence d'une nouvelle dynastie de califes belliqueux issus d'Afrique du Nord, les Almoravides, dirigés par leur chef... Sensei Mohamed, le chef des ninjas. Non, le cruel calife Youssouf, qui a fait traverser la Méditerranée à ses armées et se prépare à conquérir l'Espagne. Hashtag invasion maghrébine, hashtag on est chez nous, hashtag grand emplacement. Don Diego envoie des hommes pour les arrêter et c'est Don Rodrigue qui s'y colle pour mener l'assaut. Castillan, ce soir nous dînons en enfer! Ouais. Aux grandes dames de Chimène qui commence à retrouver des sentiments pour notre héros et ne sait plus trop si elle veut le voir vivant ou mort. Après la bataille, Don Rodrigue vient rendre compte de ses exploits militaires devant le roi. C'est dans cette scène d'ailleurs qu'il prononce une des répliques cultes de la pièce que je trouve franchement super badass. Nous partîmes 500. 500. Mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000. 3000. En arrivant au port. 3000? Vous êtes sûr? Ouais, enfin, 3000 selon les organisateurs, mais 500 selon la police, quoi. Bien évidemment, la bataille n'est jamais montrée sur scène, mais rapportée indirectement au public à travers le discours de Don Rodrigue. Ça, au nom de la règle classique de la bienséance qui impliquait qu'on ne pouvait pas montrer d'éléments trop violents ou trop choquants sur scène. Attends, pour les spectateurs de l'époque, la scène du soufflet, c'est limite si c'était pas 18 ans et plus, alors vous imaginez une bataille rangée? Là, vous pouvez en voir quelques images, mais bon, c'est une adaptation cinématographique hollywoodienne aussi, c'est pas les mêmes règles. Ni les mêmes budgets. Voilà, tout ce que la règle de bienséance voulait pas voir sur scène, des cris, des larmes, des chutes, des charges, des blessures, des morts, on fait péter le budget costumes, figurants et accessoires. Et un camomètre en scène aussi. Il y a des cris, des coups, ça se bastonne, ça se castagne dans tous les sens, alors que quand Don Rodrigue le raconte dans sa tirade, bah ça donne plutôt un truc du genre... Chic 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 chic, paf, il est mort. Ah bah bravo, une des seules scènes de baston de la pièce qui arrête pourtant pas de répéter à quel point Don Rodrigue est un guerrier extraordinaire à lui en hors-champ. Bon alors je sais bien qu'avec la règle de la bienséance, les scènes choquantes et violentes ne peuvent pas être rapportées directement sur scène, mais franchement... Qui s'intéresse de regarder quelqu'un raconter une histoire plutôt que de voir l'histoire lui-même? Voilà, je veux dire... C'est naze, quoi. Tous ces exploits n'ont rien changé pour Chimène, qui veut toujours sa vengeance. Mais maintenant que Rodrigue est devenu un héros, ça devient assez compliqué pour elle de réclamer sa mort. Elle propose alors de mettre un terme à toute cette histoire par un duel entre Don Rodrigue, son principal prétendant, et Don Sanche, un autre chevalier, qui a lui aussi le béguin pour elle. Mais si de vous servir, je puis Ok, c'est bon, je me casse. employer mon épée à punir le coupable. Non. Employer mon amour à venger cette mort. Sous vos Sans surprise, Don Rodrigue remporte le duel. Mais le roi a l'idée de faire croire à sa mort pour observer la réaction de Chimène et la pousser à révéler ses véritables sentiments. Et ben, ça marche. Chimène, en l'apprenant, se met à pleurer la mort de son grand amour, demande à être envoyé au couvent jusqu'à ce que Don Rodrigue réapparaisse devant elle bien en vie. Ah, quel troll, ces rois. Finalement, malgré leurs différents passés, Rodrigue et Chimène comprennent qu'ils s'aiment toujours. Ils se réconcilient et sont enfin prêts à se marier. Pouf, sacrée journée, hein. Une bien belle happy ending qui est peut-être restée un petit peu en travers de la gorge de certains spectateurs. Autant les infractions à la règle des 3 unités n'ont fait polémiquer qu'une petite poignée d'inquisiteurs de la dramaturgie classique, autant le dénouement de la pièce a fallu un petit peu plus rager. En l'occurrence pour le site, c'est le dénouement du dernier acte où Chimène et Rodrigue finissent ensemble malgré les crimes de ce dernier qui a fait dresser à la critique leur perruque sur leur tête. Car, comme le disait la sacro-sainte règle de la vraisemblance dans le théâtre classique, Tu ne feras point intervenir de rebondissements capillotractés pour faire avancer artificiellement une intrigue ou forcer une happy ending. Dixit les gars qui prétendent faire tenir l'histoire du drame de la déchéance et de la mort d'un personnage tragique en moins de 24 heures. Les détracteurs de Corneille ont polémiqué sans fin à coups de pamphlets et de sonnets sur la vraisemblance des fiançailles d'une femme avec le meurtrier de son père, ce qui était en plus inadmissible pour les mœurs de l'époque, argumentant qu'il aurait été plus probable pour le Cid, devenu le sauveur du royaume, d'avoir obtenu un rang suffisant pour pouvoir épouser l'infante par exemple.
Donc, si je résume bien, la querelle du Cid, une bataille littéraire entre les stars de l'Académie française qui a dégénéré en baston entre écrivains, tout ça parce qu'ils supportaient pas que le couple finissait ensemble à la fin. Mais chill les gars, c'est juste une œuvre de fiction. Qu'est-ce que des tronches pareilles allaient baler sur qui aurait dû finir avec qui ou pas? Sérieusement, on dirait une guerre de fanship. Moi je ship Chimène et Rodrigue. Moi je ship Lafont et Rodrigue. Pour ce que je dédaigne. Mais bon, la pièce, et avec elle la plus grande liberté créative prônée par Corneille, ont quand même eu leurs partisans, notamment le célèbre poète Boileau lui-même, qui écrivit sur la querelle du Cid le quatrain suivant. En vain contre le Cid, un ministre se ligue, tout Paris pour Chimène, à les yeux de Rodrigue. L'Académie, encore, a beau le censurer, le public, révolté, s'obstine à l'admirer. Mais enfin monsieur, vous ne pouvez pas écrire ça, c'est complètement immoral et contraire à la décence. Monsieur? Sauf que effectivement, comme Rodrigue ne peut pas s'en tirer aussi facilement, le roi lui impose un délai de 1 an avant de pouvoir se marier. Une année pendant laquelle il ira faire la guerre contre les morts d'Andalousie au nom du royaume de Castille, mais également pour expier son crime aux yeux de sa future femme. Voilà, c'est une sorte de pardon quoi. Écoute chérie, je sais que j'ai commis une erreur, mais pour me faire pardonner, je vais aller buter des innocents, piller leur village, brûler leurs maisons et violer leurs femmes. Amuse-toi bien au couvent. Voilà, c'était dans les grandes lignes l'histoire du Cid. Alors évidemment, dès la première représentation sur scène, grosse polémique dans les milieux littéraires, scandale, mais qui dit scandale dit aussi succès de scandale. Le buzz négatif autant jadis quoi. Corneille a été très audacieux dans ses choix narratifs, qui auraient quand même pu lui valoir à l'époque le mépris de l'Académie française et ruiner sa carrière. Pourtant, de manière assez inattendue, sa pièce, qui faisait fi d'absolument toutes les règles du théâtre classique, lui a valu un succès énorme. Principalement parce qu'avec les contraintes artistiques imposées aux dramaturges de l'époque, le genre de la tragédie classique commençait à devenir un petit peu répétitif. La tragicomédie du Cid, en refusant de répéter ses ficelles dramatiques vues 1000 fois, vient apporter un peu de fraîcheur et de nouveauté sur les planches, que n'a pas manqué d'apprécier le public. Heureusement, malgré l'esprit du siècle, malgré les critiques acerbes, malgré les détracteurs de mauvaise foi, Corneille pouvait toujours compter sur son génie. Est-ce que je fais le bon choix après tout? Le public est-il prêt à accueillir une telle nouveauté? Après tout, qui suis-je pour bouleverser les règles de tout un art? Mes choix seront-ils applaudis, ou ma pièce tombera-t-elle dans l'oubli? Du calme, Pierre. Que te dit ta conscience? L'anticonformisme est puissant en toi. Nique les règles, nique les codes. Jean-Baptiste, tu fais chier. Voilà, même si ça arrachait la langue aux détracteurs de Corneille de l'avouer, la pièce a eu du succès, les gens ont applaudi et finalement, c'est tout ce qui compte. Ils voulaient juste qu'on leur raconte une belle histoire d'amour, ils s'en foutaient de leur histoire de règles dramatiques, eux. Nique les 3 unités dramatiques. Qui a parlé d'un ménage à 3 avec les unités dramatiques? On se connaît, non? En plus, c'est pas de bol pour les adversaires de la pièce, mais vous vous rappelez, l'argument de la vraisemblance de la fin, Chimène ne peut pas finir avec Rodrigue et tout, dans la réalité, c'est ça qui s'est passé. Et ouais, Chimène a bel et bien épousé Rodrigo Diaz de Vivar, le meurtrier de son père. Ouais, quand la réalité dépasse la fiction. Même si bon, mieux vaut pas trop se pencher sur ce que cette pièce a fait de la véracité historique par rapport à la vie du véritable Cid. Non, parce que si on compare avec un peu de recul, on remarque que le Cid historique avait très peu de choses à voir avec le Don Rodrigue de la pièce de Corneille. Alors oui, c'était bien un grand guerrier, un brillant stratège, mais c'était aussi un personnage ambigu à la moralité assez douteuse. Bon, la pièce a quand même un fond de vérité, puisqu'on sait d'après la chanson de geste dont s'est inspiré Corneille que le Cid, alias Rodrigo Diaz de Vivar, a bel et bien pris Chimène pour épouse après avoir tué son père. C'est vrai qu'à l'époque c'était plus une sorte de devoir moral imposé aux vainqueurs d'Angel, qui avait pour obligation de garantir un foyer et une protection aux enfants du vaincu. Si bien que Don Rodrigue a plus hérité de Chimène qu'il ne l'a vraiment épousé par amour, mais dans les faits, ça compte, ils se sont mariés. Ceci dit, j'ose même pas imaginer l'ambiance les soirs à table. Me dis pas que tu m'en veux encore pour ce pari, Cid. J'ai mis de l'arsenic dans ton verre. Et merde. Mais ces mêmes sources nous apprennent également qu'il n'est pas parti faire la guerre aux morts pour la gloire de la Castille ou même pour faire pardonner son crime aux yeux de sa future femme, non, il l'a fait par nécessité, pour survivre, en tant que mercenaire. Une mercenaire à laquelle il avait été contraint après avoir été condamné à l'exil par le roi Alphonse Ier de Castille, dont il avait ouvertement remis en cause la légitimité, exigeant de lui qu'il jure publiquement sur la Bible ne pas être responsable de l'assassinat de son frère aîné, véritable héritier du trône. Ce qui était le cas en fait, qui faisait passer le roi pour un parjure en plus d'un usurpateur. Exide, la légende du preux chevalier dévoué à la reconquista chrétienne. En tant que mercenaire, le Cid n'avait pas d'allégeance fixe, ni d'ennemi en particulier. Il a plusieurs fois dans sa vie retourné sa veste entre les rois chrétiens d'Espagne ou les émirs morts d'Andalousie, reprenant pour les uns ce qu'il avait conquis pour les autres, combattant pour l'un ou l'autre camp, moyennant moult pognon. Mais un des coups de maître du Cid en termes de fourberie, c'est quand même son exploit de la prise de Valence. Le Cid et son armée mettent le siège devant la ville en 1093 et en chassent les conquérants morts qui l'occupaient. Comment perdre une bataille pour les nuls? Envoyez tous vos soldats combattre Angers là-bas. Le Cid reprend Valence, prétendument au nom du roi de Castille qui avait organisé cette campagne et lui avait confié des hommes, avant d'envoyer Chrétien comme mort se faire foutre et de s'auto-proclamer roi de Valence. Tu parles d'un héros chevaleresque et loyal? Bon, petite pointe de dramatique tout de même, le Cid, après 3 ans de règne sur Valence, est mortellement blessé lors du siège des Almoravides pour reprendre la ville. Il meurt ainsi, entouré de ses fiers compagnons d'armes et de sa fidèle Chimène, qui l'avait accompagné dans son exil et ne l'avait jamais quitté jusqu'à sa mort. Les corps des deux époux reposent d'ailleurs côte à côte dans une tombe toujours visible aujourd'hui dans la cathédrale de Burgos en Espagne. Ah, cette brave Chimène, la patience avec laquelle elle attendra le retour de son bien-aimé parti à la guerre, et la loyauté qu'elle lui témoignera pendant tout le restant de sa vie, en ont fait une véritable icône de l'amour courtois dans la littérature.
Même si certains éléments laissent penser que cette chère demoiselle n'a pas été à l'abri de quelques sérieux pétages de câbles vers la fin de sa vie. En effet, d'après l'anecdote légendaire qui est certainement fausse, mais quand même si c'était vrai ce serait un truc de ouf, immédiatement après la mort du Cid, Chimène aurait enfilé une armure sur le cadavre de feu son mari, lui aurait mis son épée à la main, l'aurait fait harnacher sur son cheval, avant de lancer le corps à la tête de ses hommes dans un ultime assaut désespéré. Ok, c'est soit la vengeance posthume la plus glauque, soit le fétichisme le plus morbide que j'ai jamais vu. Pour la deuxième option. Tiens, ça me donne une idée. Le mort bandait encore. Non! J'ai fait avec une morte une fois sans le faire exprès. Je crois que j'avais tapé un peu trop fort. Bon, plus exactement, la légende précise que cette idée était une sorte de stratégie militaire pour redonner du courage aux hommes du Cid, qui étaient désemparés après avoir appris la mort de leur chef, mais également une ruse pour inspirer la peur dans le cœur de l'adversaire qui croyait voir un fantôme lui foncer dessus. Laissez passer la caméra. Et même si elle relève probablement du mythe, cette histoire de chevaucher morsure a vraiment un côté épique. Imaginez l'ultime charge d'un soldat qui a combattu toute sa vie et que même la mort n'arrête pas. Ce guerrier qui n'est plus qu'une légende désincarnée menant ses troupes au combat. Bref, c'est une vraie apothéose, c'est grandiose, c'est sublime, c'est badass. Enfin, jusqu'à ce que quelqu'un lâche la bride du cheval. Putain, mais rattrapez-le, quoi, voyez pas qu'il est en train de se barrer avec le cadavre de votre chef? Est-ce qu'un technicien peut aller récupérer le canasson, s'il vous plaît? Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air ou un petit commentaire en bas si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez contribuer au développement de l'émission, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou liker la page Facebook de Littéraculte ou tout simplement partager la vidéo pour faire connaître un peu le concept, je vous en serai fort gré. Ouais, moi je vais m'abonner. Eh bien je t'en suis fort gré. On se dit à la prochaine et d'ici là, n'hésitez pas à réviser vos classiques, parce que, franchement... Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer qui cause ma peine, m'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma chimère? Tu t'es vu quand t'as lu? Ciao!